Journées européennes du patrimoine, septembre 2025 CONFE accent aigu RENCESURLESTECHNIQUESD, IDENTIFICATIONCRIMINELLECOURD, APPELDELIMOGES. Et on immortalise tout avec des cavaliers. Ça, c'était à tel endroit. On prend des codes, des mesures, on fait des plans. On peut même faire de la visite virtuelle maintenant. Depuis quelques temps, on fait de l'acquisition 3D. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait des visites virtuelles de maison quand vous voulez acheter pour produire. Nous, c'est pareil, on fait pareil avec les indices qui sont localisés un peu partout. Et puis les prêts. Les prélèvements, donc avec une petite mallette, dans les zones sensibles. Même si je ne suis pas actif, je ne suis pas policier, je n'ai pas le port d'armes, quand on intervient sur Beaubreuil, la bâtie, dans les affaires de coups de feu, gilet pare-balles en plus de notre tenue blanche. Il faut intervenir vite, on est souvent pressé parce que c'est dangereux. Cette mallette, donc c'est des lampes puissantes, sur différentes longueurs d'onde, avec des lunettes spéciales. Ça nous permet de chercher les traces papillaires, mais aussi tous les fluides biologiques, des choses un peu particulières qui fluorescent à des longueurs d'onde particulières. Donc on examine avec les lumières, et puis comme ça on peut voir des traces de sang, des traces de fluides biologiques divers et variés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. Le Boustard. Pour les traces de sang effacées, ou celles qui auraient été lavées, grâce à ça, et on vaporise, et avec un éclairage particulier, ça fluoresce, on les voit. Donc on peut essayer de cacher, mais on les voit quand même. Pour vérifier que c'est du sang, on a des petits tests comme ça, vous voyez, on prélève, on vérifie bien que c'est du sang, que c'est pas autre chose. Pareil, c'est une réaction colorée, comme une test du Covid. Et ça nous dit c'est du sang, pas du sang. Un sang humain, pas du sang humain. Du coup, on peut prélever avec les écouvillons, et puis on analyse pour établir les profils génétiques. La rubalicie, vous connaissez. Dès qu'on arrive, dès qu'on limite le périmètre, personne n'a le droit de passer à part nous sans notre autorisation. Et puis voilà, pour la homogène scène criminelle. Comment ça se passe? Eh bien, c'est de la poudre. Ça, c'est de la poudre, donc avec les pinceaux. Je mets les pinces capillaires et je fais des relevés. Alors ça, c'est pour ce format paume, mais j'ai des formats doigts qui relèvent les empreintes ramées. Voilà, et ça, c'est quand on a, par exemple, des familiers, mettons, vous êtes cambriolés. Je vais faire de la recherche d'empreintes papillaires chez vous. Il y aura forcément vos doigts. Donc, pour déterminer quels sont les doigts qui ne seraient pas quelqu'un de vous, votre mari ou vos enfants, on va faire le relevé d'empreintes. Donc là, je vais signaliser, je vais prendre vos 10 doigts à l'encre et vos paumes. Et si je repose toutes les traces papillaires que j'aurais révélées, évidemment, on ne va pas tout faire, parce que ça sera un travail monstrueux. On va faire les zones que les auteurs auraient touchées, pas par vos tables de nuit ou vos boîtes spécifiques, on va retrouver que vos traces. Mais je fais les zones que les auteurs ont touchées et je compare les traces que j'aurais révélées avec vos propres traces. Si c'est vous, je ne vais pas vous mettre au fichier. Vous n'êtes pas coupable d'avoir été cambriolé. Mais si ce n'est pas vous, ça passe au fichier, connu ou pas connu. Si pas connu, ça part en traces non résolues, ça peut rester jusqu'à 7 ans pour les pièges. Pour les crimes, c'est jusqu'à 40. Les scellés judiciaires, voilà, c'est fermé avec de l'adhésion de la rigidité. Si vous l'ouvrez avant que ça arrive à l'analyse, si vous essayez d'enlever le scotch, ça laisse une marque, que le scellé a été violé, et ça peut rendre qualité une procédure. Que ça soit toujours intègre et intact. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, après, là, je vous ai sorti la petite lampe, mais on a des grosses potes aussi, parce qu'on travaille 24, 7 jours sur 7. Donc ça peut être la nuit. Il nous faut des grosses potes d'éclairage, on a même des grands barnums protégés quand il pleut pour éviter que la chute des craques. Quand on prend tout, ça peut être plusieurs centaines de kilos. Et on se transporte avec des camions. Voilà. Le personnel d'astreinte à son camion, dès qu'il a clé, à 1h, 2h, 3h du matin, il se réveille, il se dans le camion, il part
que du coup ça déclenche une action judiciaire et on entend son salaire. Oui. Ça dépend des faits. Sur les cambriolages, qui sont des faits assez simples, les collègues se transportent solo. Sur les crimes, comme on a eu, c'était le 31 décembre 2023, le corps qui a été découvert en carton, le corps des poupées qui a été mis en carton au fond d'un jardin, on était 3. Y compris 3 scientifiques, mais il y avait aussi 2 médecins légistes, anthropologues, très nombreux sur cette affaire-là, qui est quand même, pour Limoges, une affaire un peu spectaculaire. Pour Justine Vérac, l'affaire Justine Vérac, tout le monde. Les 8 personnes sont sorties. C'est tellement étendu. Mais pour le marché, en juin 2000. Je ne sais pas, il n'était pas là. Mais je pense que si c'était un crime un peu complexe, en général, plus c'est complexe, plus on augmente le nombre d'effectifs. Et depuis 2 ans, ils sortent quasi systématiquement à 2 pour tout ce qui est atteinte à la personne. S'il vous plaît, quand vous dites que vous êtes les premiers sur les lieux, Si vous n'entendez pas du tout. Pardon. Comment ? Quand vous nous dites que vous êtes les premiers sur les lieux, s'il y a une victime vivante, les pompiers arrivent après. Alors, on est les premiers. Je me suis mal exprimée. Il y a forcément quelqu'un qui va signaler à la police. Oui. Donc c'est lui le premier sur les lieux. Celui qui va découvrir ou celui qui observe. Donc là, on fait le 17. Le 17, ça rejoint la cellule d'information et de commandement. En fonction des faits, ils envoient une patrouille. Donc c'est ces fameuses patrouilles que vous voyez, les véhicules de police, qui se déplacent et qui regardent. S'il y a une victime qui est encore vivante, il est évident que c'est priorité à la vie. Donc là, on essaie de porter secours à la victime. Ça peut être les pompiers, ça peut être même les collègues. Et en général, on a un débrief quand on arrive pour savoir où ils sont passés et ce qu'ils ont touché. Et on les discrimine. C'est-à-dire que tous les intervenants qui ont pu toucher quelque chose sur la scène, on prélève leur ADN et leurs empreintes. Et si on trouve des traces d'indices, on va les écarter. Parce qu'ils peuvent avoir laissé des... Ils sont tellement dans l'action de sauver la victime, ou même des fois, ça peut être par exemple, il y a une fuite de gaz, on coupe les gaz. Voilà, c'est priorité sécurité. Et après, c'est nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'après, ils constatent qu'il y a un mort, ça s'arrête. Et là, c'est nous qui devons intervenir pour figer. Voilà, parce que sinon, si les objets sont déplacés ou touchés, ça peut compromettre la compréhension de la scène. D'ailleurs, les pompiers, quand ils touchent des choses ou s'ils fracturent des portes, ils nous disent. Parce que si c'est eux qui ont cassé la porte, c'est pas pareil que la porte soit cassée avant, et ça veut dire que peut-être qu'il y a un tiers, un auteur qui a cassé la porte et qui est rentré. Alors que si c'est les pompiers, si la porte était fermée de l'intérieur, c'est peut-être la victime qui s'est suicidée. Vous voyez ça. Donc tout ça, on a une forte communication pour les services pour établir les premiers faits, les premiers éléments. Et vous faites les véhicules aussi, j'imagine, les recherches dans un véhicule, pareil. Ah oui. Sur les véhicules, partout, même en pleine nature. Dès qu'il y a une scène où il y a eu une infraction, on est amené à se transporter. Ça peut être insolite des fois. Mais vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait pour insolite? C'était à Marseille, parce que je viens du laboratoire de Marseille, mais on a fait le salon échangiste. C'était compliqué parce que au niveau trace, c'est très ensuite. Alors, on va relancer. Oui. Alors, moi j'ai un doctorat génétique. Aucune magnifique. Parce que je suis une native. J'ai mis 28 ans avant de revenir au pays. Voilà, j'ai fait mes études à l'université de Limoges, à la fac des sciences.
Et pour le boulot, après, avec mon doctorat sur Limoges, c'était compliqué de trouver. Je suis partie à Paris pendant 10 ans, en recherche. Je faisais de la recherche à l'INRA et à l'Institut Pasteur, mais l'académique, c'était bien, mais c'était pas encore ma vocation. Donc j'avais besoin d'avoir d'employer mes connaissances scientifiques à quelque chose d'utile. Donc j'ai passé le concours de la police scientifique, concours externe d'ingénieur que j'ai obtenu, et là j'ai été affectée à Marseille. Et je suis restée 18 ans à Marseille avant de pouvoir rentrer. Parce que les ingénieurs n'avaient pas accès aux services territoriaux, et la dernière réforme de la police nationale permet maintenant aux ingénieurs de venir s'installer, prendre la tête des services territoriaux, ce qu'on n'avait pas possibilité de faire avant. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter des techniques d'identification criminelle en vous mettant face à une simulation de scène. Comme ça, on va avancer sur des scénarios, et puis au fur et à mesure, on discutera de ce que la police scientifique peut faire. Et puis c'est interactif, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Donc voilà, c'est le 14 février 2025. Un appel à la police est lancé. Il y a découverte d'un homme sans vie dans un appartement 1 avenue Garibaldi à Limoges. La porte n'est pas fermée à clé. Déclenchement. Là, on est sur du criminel, un mort. Donc on alerte la division criminalité organisée spécialisée, la DECOS. Alors c'est les nouveaux cibles, mais c'est ce qu'on appelait avant la PJ. On appelle la PJ. Qui appelle le service PTS, donc nous, puisqu'on travaille en binôme, pour se rendre sur les lieux afin de procéder aux constatations. Comme j'explique, alors je ne sais pas si tout le monde était là, mais depuis l'affaire du petit Grégory, on est obligé de geler les lieux. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, on fait des photos, on fait des plans, on prend des codes, on fait de l'acquisition de vidéos pour figer la scène. Donc ça, c'est la division de police scientifique qui fait ça. Après, une fois qu'on a figé la scène et qu'on a repéré les éléments, et ben on va rechercher les traces d'indices et on va faire les prélèvements. Donc ici, qu'est-ce que j'observe sur cette scène? Des éléments intéressants et pertinents pour la scientifique. Là, il y a le corps. Le corps, ça parle. Il y a une arme de poing et son chargeur approvisionné. Alors là, je ne sais pas si vous voyez la souris qui se déplace. Une arme de poing, un étui percuté, un autre étui percuté, une lettre de menace, sur la table, 2 verres, des mégots, une bouteille de vin, et ici, traces de sang et une fibre. Donc ça, c'est après, comme je vous l'ai expliqué, avoir fait les recherches avec les lampes, sous différents filtres, et différents tests. Donc ça met du temps, les constatations. Ça peut durer jusqu'à 6-8 heures. Voire plus quand la scène est étendue. Donc on a fait le tour et on a vu qu'il y avait ça d'intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Alors il faut savoir que là, on est dans le cadre d'une affaire où il y a eu usage d'armes à feu. Les résidus de tir, c'est-à-dire que quand on active une arme, on percute. Pour lancer l'étui, ça va percuter l'amorce de la cartouche, qui a une petite composition, un petit explosif, et cette composition est très spécifique, c'est ce qu'on appelle les résidus de tir. Et quand l'auteur d'un tir à l'arme en main, tous les résidus vont venir se mettre sur ses mains. Mais ces résidus ont une durée de vie. Donc il faut réagir très vite. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à ça. Parce qu'il faut quand même voir si l'arme qui est là, est-ce que c'est la victime qui l'a utilisée ou elle est laissée là par quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Est-ce qu'il a utilisé une arme ou pas? Donc il va falloir qu'on s'intéresse aux résidus de tir. Donc dans un premier temps, c'est ce qu'on fait. Vous voyez, on vient, alors je ne sais pas si je vous ai montré, sur les mains et sur les vêtements, on tamponne. Vous voyez là, on ouvre, hop, on enlève l'opercule et on tamponne. Et ça va venir coller tous les résidus de tir qui sont amalgamés sur les mains et sur les vêtements. Et on envoie ça au laboratoire de police scientifique à partir de ces tamponnoirs. Eux, ils vont déterminer la composition chimique des résidus et dire si oui ou non ça correspond à un tir par arme à feu. Et ils peuvent même aller plus loin avec quelle arme, quelle cartouche. Donc on a fait ça.
ça, on a fait l'orifice d'entrée ici en haut. Vous savez pourquoi on fait l'orifice d'entrée? Mesurer la distance de tir. Waouh! Il y en a qui sont calés, hein. Et évidemment, on fait aussi sur l'arme et les étuis, pour voir s'il y a une compatibilité entre les étuis percutés et l'arme, pour savoir si ça a été tiré dans cette arme ou dans une autre arme. Là, j'en parle pas parce que c'est un peu glauque et je montre pas d'image, mais évidemment, le corps passe à l'autopsie et l'ogive qui est à l'intérieur de la victime défunte est extraite parce que cette ogive porte aussi des stigmates balistiques qui vont nous être utiles pour la suite des événements. Vous m'arrêtez hein, si je ne suis pas claire. C'est en second temps, l'autopsie, quand même. Comment? L'autopsie se fait plus tard. Alors, l'autopsie, en général, c'est dans 1 à 2 jours après. Hein. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite parce que le corps parle aussi. Par exemple, quand on fait, surtout sur les tirs d'armes à feu, on va faire de la balistique lésionnelle, ils vont pouvoir calculer les trajectoires de tir et ça permettra de voir un petit peu, d'imaginer où il était dans la pièce, comment il était et où était le tireur. Ça permet de visualiser un petit peu comment les faits ont pu se dérouler. Donc l'autopsie est très rapide, en général, c'est rapide. Ah ouais, j'ai rarement fait plus de 2 jours après. Hein. Ouais. Donc à partir de l'arme ramassée sur la scène, on l'envoie au laboratoire de police scientifique de Toulouse, Limoges dépend de Toulouse. Et là, ils font l'examen de l'arme, ils déterminent sa catégorie, son calibre, est-ce qu'elle est en état de fonctionnement, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, ils disent que c'est un semi-automatique de modèle Glock 17 et de calibre 9 mm. Les 2 écus percutés sont aussi de 9 mm. Est-ce que ces écus percutés proviennent de cette arme? Mystère. Avec cette arme, que font les balisticiens? Ils prennent des munitions et ils tirent. Ils font des tirs d'essai. Et ils récupèrent l'étui percuté. Ça, c'est l'étui. Et l'ogive. Pourquoi? Parce que l'ogive va avoir des stigmates du canon, de l'arme, c'est rayé. Et l'étui va avoir des stigmates de percuteur, d'éjecteur. Voilà. Et l'arme aussi, en fonction de l'usure du canon, va avoir des microstries qui sont uniques et qui sont spécifiques à l'arme. Donc ça permet de faire des comparaisons, de dire que cette ogive a été tirée dans ce canon. À partir des tirs d'essai et des tirs de comparaison, ils vont rentrer les éléments balistiques dans le fichier national d'identification balistique. Donc c'est une base nationale où tout de l'essai qui implique des armes à feu, des étuis, des ogives sont enregistrés. Et donc ils veulent regarder si les étuis percutés qu'on a ramassés sur la scène à Garibaldi sont connus au fichier, à savoir si l'arme a déjà été utilisée dans d'autres affaires. Il s'avère que le Glock 17 n'a jamais été utilisé dans une autre affaire. Pour le FNIM, il faut que je précise, c'est important, comme c'est un fichier national, et tout le monde l'utilise sur le territoire, c'est que quelques personnes expertes ont le droit d'alimenter. Parce que vous comprenez bien que c'est des données sur l'arme, des descriptifs, il faut un vocabulaire très particulier, utiliser une nomenclature qui est toujours la même, quel que soit le service de France. Parce que s'il y en a qui met, par exemple, dans un cas étui, rayure à gauche, plutôt qui met douille, strie à droite, on ne va pas. Donc le vocabulaire et la nomenclature est très strict. Les gens qui alimentent le fichier national sont tous formés et habilités pour pouvoir le faire. Ça permet que ce soit en Corse ou à Lille, tout le monde renseigne de la même manière et on retrouve les mêmes informations. Donc le fameux Glock 17 retrouvé sur la scène n'a jamais été utilisé en France. On a une autre base, la fameuse base trafic, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de celle-ci. C'est la base de traitement des armes frauduleusement fabriquées, importées et commercialisées. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une affaire en France qui implique des armes, c'est
entrer dans ce fichier police. Et là, en l'occurrence, eh ben, le bloc 17, il est connu. On se rend compte qu'en fait, il est issu d'un cambriolage d'une armurerie de Poitville. Donc si on fait une compilation des résultats qu'on a obtenus de la balistique, de tout ce qui est balistique, armes et munitions, on se rend compte que l'étui de question numéro 1, l'étui, celui qui était un petit peu en haut à droite, il a été tiré avec le bloc 17. D'accord? Par contre, il n'est pas connu au FNIB, mais on sait qu'il vient d'un vol d'une armurerie de Poitville. Quant à l'étui 2 et à l'ogive extrait du corps, ça ne vient pas du bloc 17. Donc ça a été tiré par quelque chose d'autre. Quand on fait le FNIB, par contre, la vie, il match. Et on se rend compte que cette arme, qui serait de type Beretta 92, est impliquée dans une précédente affaire de tentative d'homicide volontaire à Niort. Donc les conclusions qu'on peut tirer à partir de ces premières analyses, c'est que deux armes distinctes ont été utilisées sur cette scène criminelle, un bloc 17, et une arme de type Beretta 92 qui est encore dans la circulation qu'on n'a pas trouvée. C'est bon? Des questions par rapport à ça? On continue. On analyse des résultats comme je vous disais. Qu'est-ce qu'on tire de ces analyses en particulier? On constate que les mains du défunt, le Glock et l'étui numéro 1 sont tous compatibles. Donc ça veut dire qu'il y a un lien. La victime a touché le Glock 17 et l'étui qui est là est issu du Glock. Pour les orifices d'entrée et l'étui 2, compatibilité aussi. Donc apparemment, cette arme-là, le type Beretta 92, on s'en doute un peu, mais c'est confirmé par les tirs, c'est bien lui qui a été utilisé pour tuer la victime. Et grâce à la dispersion des particules qu'on observe sur le vêtement de l'individu, on estime que la distance de tir est supérieure à 2 mètres. Alors comment ça se fait? Vous savez que quand on est par exemple l'arme est à bout portant, ça va, même touchant, ça va brûler la peau. Et les résidus de tir sont tous au même endroit. Plus on s'éloigne, plus le diamètre du cercle va s'agrandir, et c'est comme ça que ça permet de faire une estimation de la distance. Là, ils sont estimés à 2 mètres. Ça précise un petit peu le scénario. Apparemment, on a un homme à peu près pas très loin de la porte qui a tiré sur le défunt. Une fois qu'on a fait tout ce qui était analyse sur les armes, les munitions, les résidus de tir, on va s'intéresser bien évidemment à tout ce qui est discipline dite identifiante, c'est-à-dire qui permettent de trouver un individu derrière, comme les traces de doigts ou l'ADN. Donc là, utilisée, on la passe, on a différentes techniques pour révéler les empreintes, parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes méthodes qu'on applique en fonction des supports. Si vous avez du papier, c'est une méthode spécifique. Si vous avez du métal, du verre, du plastique, c'est encore une autre méthode. Et si vous avez des surfaces adhésives pour les saucissonnages, ou les stupéfiants, les pains, c'est encore une autre méthode. Donc je ne précise pas mes méthodes qui doivent rester secrètes. Non. On applique la méthode idoine pour l'arme. Et là, vous voyez, on révèle une belle trace. Je vous ai illustré là. Au niveau de la glissière, on nommera T1. Cette trace papillaire, on la voit au fichier automatisé des empreintes digitales. Vous connaissez le FAED? Vous avez déjà entendu parler? Oui, ça c'est assez vieux. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe? Cette trace T1 sur la glissière de l'arme identifie un individu, Émile Gravier. Donc Émile Gravier a laissé l'empreinte sur la glissière de l'arme. Au final, la recherche de traces papillaires sur tous les objets pertinents nous permet de mettre en évidence 4 traces papillaires. La fameuse trace T1 retrouvée sur l'arme déposée par Émile Gravier,
Nous on trouvera également une trace T2 sur le chargeur de l'arme qui est rattachée à Madame Corinne Berthier. Et puis on a des traces T3 et T4. Et bien hélas, le FAED ne contient pas l'individu responsable du dépôt de ces traces. Il est perdu. La lettre de menace est sur le verre. Donc ces traces restent non résolues. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est le FAED? Parce que du coup, moi, je ne sais pas. J'entends pas du tout. Vous pouvez expliquer ce que c'est le FAED, s'il vous plaît? Alors le FAED, c'est le fichier automatisé des empreintes digitales. C'est une base de données nationale dans laquelle, en fait, on a une partie qui concerne les individus. Par exemple, quand vous êtes arrêté place en garde à vue pour une nature d'infraction qui fait qu'on doit vous signaliser, et bien on va vous prendre les relevés en crédit du doigt, des paumes, et on va vous prélever votre ADN. Et donc, vos empreintes digitales des doigts et des paumes sont enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales. C'est ce qu'on appelle le processus de signalisation. Les suspects sont signalisés. Et après, ce qui fait que quand on trouve une trace sur une scène criminelle, trace de doigt, eh bien, on peut aller voir parmi tous les individus qu'on a signalisés en France. Il y en a 6 millions de fichiers. On peut identifier la trace de doigt inconnue avec un individu signalisé ou pas. Parce qu'en l'occurrence, T3 et T4, l'individu n'est pas au présent au fichier. Mais ça aurait pu, par exemple, matcher avec d'autres traces. Ça nous arrive sur des scènes où on voit tout le temps la même trace qui réapparaît. On sait que c'est elle. On peut avoir des rapprochements de traces aussi. Jusqu'au jour où on a peut-être la chance d'arrêter l'individu. Et là, d'un seul coup, une fois qu'il est signalisé que ses empreintes sont rentrées dans ce fichier national, va ressortir toutes les affaires associées à cet individu. Donc une fois qu'ils sont attrapés, des fois, ils ont d'un seul coup 15-20 faits qui leur sont reprochés d'un coup. C'est le principe du fichier. J'ai été clair. Ok, merci. Donc on a une partie individu et on a une partie traces non résolues, comme T3, T4, qui sont inconnues, mais qui sont intégrées au fichier partie traces non résolues. Vous avez évoqué là 2 à 3 fichiers qui sont à envergure nationale. À l'heure où on parle beaucoup de mondialisation, pourquoi ces fichiers ne sont pas à dimension plutôt à minima européenne? Alors, chaque pays a son FNAEL, son FAED, on a des accords. Et ce qui fait qu'on ne peut pas, nous, aller interroger les fichiers allemands ou italiens. Par contre, on peut très bien leur demander, on leur transmet les éléments, on leur demande à eux d'interroger. Et on retrouve effectivement, c'est ce qu'on appelle les accords de Prüm. Et on retrouve des individus italiens, allemands, suisses, comme ça. Mais nous, on n'a pas accès aux bases. On leur demande. Mais oui, si. Bien sûr qu'on... Et juste au niveau européen, alors Après, cet échange de avec fichiers, c'est quoi? l'Europe a signé ces accords de Prüm. Mais après, avec Interpol, on peut aller interroger un peu plus loin si nécessaire, mais ça, c'est pas du systématique. C'est du cas particulier. C'est quand on doit engranger des investigations plus poussées, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec, par exemple, l'Amérique latine. Donc une fois qu'on a fait les traces papillaires, on passe évidemment aux traces biologiques, à l'ADN, la rebelote, c'est ça qui est l'intérêt sur un même objet, on peut faire plusieurs analyses. Et par exemple l'arme, on s'en est servi pour faire la balistique, on s'en est servi pour faire les traces papillaires, et là on va encore s'en servir pour faire la biologie. Donc évidemment on va faire du prélèvement sur les zones de préhension, et puis pour les autres objets, sur le verre au niveau de la zone de mise en bouche, et puis la zone de préhension, et pour les mégots, sur les filtres, évidemment. Grâce à l'emploi de ces fameuses lampes, on s'est rendu compte qu'il y avait une trace de sang pas très loin, là, au pied du canapé. On va découper le petit morceau de tissu qui contient la trace de sang et on va la mettre sous scellé judiciaire pour établir un profil génétique. Et donc ça part au labo de Toulouse. Pareil, les analyses génétiques demandent un équipement tellement spécifique, technique et onéreux que les services de proximité, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a 627 services de proximité qui sont répartis sur le territoire national, pour être plus proche des gens, pour pouvoir interagir vite, mais que tous n'ont pas
équipements et les mêmes moyens, parce que ça serait beaucoup trop cher aux contribuables. Donc les équipements qui sont très chers, très onéreux, sont dans les laboratoires et c'est pour ça qu'on centralise certains. Du coup, j'envoie tous mes prélèvements biologiques au laboratoire de Toulouse, qui font leur petit travail, et ils m'établissent les profils génétiques en relation avec cette scène clinique. Avant d'envoyer à une autre base, le FNAEL, cette fois-ci, non pas les empreintes digitales, mais les empreintes génétiques, chaque laboratoire fait une étude, une vérification préliminaire via une base locale qui s'appelle ORCA. Vous savez ce que c'est ORCA? Alors ORCA, ça veut dire outil de recherche des contaminations ADN. À votre avis, pourquoi ils utilisent cette petite base ORCA avant d'envoyer au FNAEL, au fichier national? Outil de recherche de contamination ADN. Par exemple, et ça peut être aussi, par exemple, parce que les agents dans les laboratoires et les scientifiques sont tous fichés. C'est-à-dire que si je contamine la scène, ils vont me retrouver et ils vont me retirer. Je prendrai une tape sur les doigts peut-être. Mais au moins, je ne serai pas au fichier national. Donc, hop, ils vérifient, personne n'a contaminé la scène. Les profils génétiques qui ont été établis dans le cadre de cette affaire sont bien éligibles au FNAEL et sont transmis à la base nationale. Bilan des courses. On a trouvé un profil génétique masculin nommé T1 sur le mégot, sur un des mégots. Ça reboute encore avec Émile Gravier. Ils ont également mis en évidence un profil génétique masculin nommé P2 sur les mégots et sur le verre. L'individu est inconnu au fichier national des empreintes génétiques. Et ils identifient un profil P3 féminin d'une femme sur la trace de sang au niveau du canal. Donc à ce stade de l'enquête, au niveau scientifique, on peut dire qu'on a encore un profil masculin identifié, Émile Gravier, et deux profils génétiques inconnus, à déterminer qui c'est. Il y a des questions par rapport à... Non? Par rapport à l'homme qui est mort, si jamais il n'était pas dans le FAED ou si jamais il n'est pas identifié, il n'a pas été arrêté ou quoi, est-ce qu'il est quand même... est-ce que par exemple le deuxième homme, ça peut être lui ou s'il sera quand même enlevé parce qu'on aura du coup ses empreintes, etc. Si c'était lui, on l'aurait identifié. On l'aurait du coup, ok. Donc là, c'est d'autres personnes, ça c'est certain. Okay. Par contre, si le Émile Gravier n'avait pas été fiché, n'avait pas déjà été signalisé avant, effectivement, il aurait fallu l'identifier, on passait sur des techniques d'identification de cadavres. Okay. Donc là, on aurait pu chercher sur sa CNI, est-ce que c'est bien lui, on aurait fait avec sa famille, des recherches de parentèle, voilà, on passait sur autre chose. Mais là, il est identifié de suite, il est connu défavorablement des services de police. Mais les autres ne sont pas encore connus des services de police. À part Corinne Berthier aussi. On a une Corinne Berthier, mais on ne sait pas. En tout cas, c'est pas elle. Les trois n'est pas Corinne Berthier. C'est son sang. C'est son sang. C'est le sang. Non. Mais c'est le sang féminin. C'est sa race familière à Corinne Berthier. Ah oui. Mais a priori, c'est un ADN féminin. Mais si c'était elle, on la verrait, puisqu'elle est connue. Ah non, c'est pas elle. Alors, le défunt, le corps sur la scène, est-il Émile Gravier? Pour répondre à ta question, oui, parce qu'on trouve une trace papillaire sur l'arme qui correspond à Émile Gravier, on trouve une trace génétique sur le mégot qui correspond à Émile Gravier, mais on ne sait pas si la victime est Émile Gravier, on va peut-être s'en assurer. Donc là, on a la chance, on prend les empreintes sur le cadavre, et on fait une comparaison directe avec les empreintes que nous c'est lui. Pareil pour l'ADN, c'est lui. Donc il y a ces sans appel, la victime sur cette scène, c'est bien Émile Gravier. Maintenant, à qui appartiennent les autres traces? C'est ça qu'il va falloir déterminer. Nous entraîner vers d'autres aventures analytiques. Il nous reste deux traces papillaires et deux ADN inconnus. Comme j'expliquais,
des éléments physico-chimiques. On va essayer de faire parler le corps pour essayer de trouver les circonstances de la mort, faire parler des objets, y compris les plus insolites, comme la fibre sur le canapé. Ça, c'est la section physico-chimie. En parallèle, des prélèvements qui ont été faits lors de l'autopsie. Il y a différents prélèvements, sang, humeur vitrée, urine, contenu gastrique qui ont été prélevés et qui sont analysés par la section physico-chimie ou toxicologie médico-légale. Là, il se rend compte que Émile Berthier, le défunt, il avait bu, il utilisait des antidépresseurs et il avait consommé de la cocaïne et du cannabis. Donc Émile Graguet n'était pas dans un état tout à fait normal, il était même dans un état vulnérable, ce qui peut expliquer son agression ou sa pression X de gens qui auraient pu, on ne sait pas. En tout cas, ça nous amène à la conclusion qu'il n'était pas vraiment en mesure de se défendre. La fibre. Ça peut être long à travailler. Donc là, le laboratoire de Toulouse prend du temps. La section physico-chimie, il faut savoir que c'est une section qui est requise en dernier recours, parce qu'on est vraiment sur des affaires un peu complexes où on n'a pas grand-chose, on n'a pas d'ADN, on n'a pas de traces papillaires, et donc on cherche à exploiter tout ce qu'on peut. Par exemple, ça peut être, là je vous ai mis, c'était pas dans le cas dans cette affaire-là, mais par exemple, ils vont s'intéresser aux pierres, aux terres, aux peintures, aux aérosols, aux parasites, aux pollen, à n'importe quoi, tout ce qui peut mettre en évidence quelqu'un qui aura amené quelque chose et qui sera reparti avec. Voilà. Donc, chemin faisant, le laboratoire de Toulouse travaille, ça peut prendre du temps. Et pendant ce temps-là, le 19 février, eh ben, les forces de l'ordre sont encore appelées pour un véhicule incendié au 45 avenue du Gars à Limoges et on découvre une victime partiellement carbonisée à côté du véhicule. Scène criminelle numéro 2. Donc là, c'est l'intervention de la section incendie-explosion. Ils ont mis après. Puis nous aussi, parce qu'on fait des constatations. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a un bidon carbonisé à côté. On voit qu'il y a des fibres aussi, plus ou moins carbonisées à côté, etc. Le véhicule, on ne le laisse pas sur la voie publique, évidemment, il est remisé dans des garages spécialisés. Et là, on va faire des explorations dessus, de manière à voir où aurait eu lieu l'origine de l'incendie, s'il y a eu usage de substances inflammables, comment les faits se sont produits au niveau de l'incendie. Là, on se rend compte qu'il y a eu un épandage de supercarburant sur le siège passager, que le bidon contient le supercarburant et que la victime, partiellement carbonisée, est aussi recouverte de supercarburant. Que le départ du feu a eu lieu dans l'habitacle et qui s'est propagé de l'avant vers l'arrière. Donc là, c'est sans appel, hein. Le véhicule, c'est pas la voiture qui s'est inflammée tout seul. Clairement, les enquêteurs disent tout de suite, bon bah c'est malveillant, on a cherché à brûler cette dame dans son véhicule. Elle a réussi un peu à s'extraire, je sais pas, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais heureusement elle n'est pas entièrement carbonisée. On peut encore tirer des informations, mais clairement on a voulu la faire disparaître. Pourquoi? Suite. Qui est la femme retrouvée morte partiellement carbonisée? Aïe. Mince. Elle est partiellement carbonisée, ses voies sont inexploitables. On va faire la recherche avec les empreintes. On va faire avec l'ADN. Et là, au niveau de l'interrogation du fichier national des empreintes génétiques, cet individu n'est pas connu, mais par contre, Saïd avec la trace du profil P3 identifié à Abou Karibali. Donc la victime de l'incendie, et il y a l'homicide volontaire du
recherche de parenté. À partir du profil P3 génétique, ils vont comparer dans le FNAEG s'il pourrait y avoir un lien de parenté avec Corinne Berthier. Bingo, il s'avère que la personne incendiée, c'est la fille biologique de Madame Berthier. Donc ça, il faut savoir que c'est possible. Hein. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour tout, mais il y a possibilité, grâce au fichier, quand on a un individu signalisé ou une trace, en cherchant la parenté, s'il y a quelqu'un de sa famille qui est connu au fichier, on peut donner des pistes aux enquêteurs pour les orienter vers des familles familières. Le laboratoire qui travaillait sur la fibre, retrouvée sur le canapé, ils ont fait des comparaisons du coup avec les fibres retrouvées sur l'incendie. En comparant, ils se sont rendus compte que la fibre qui était sur le canapé venait du même vêtement que portait la victime carbonisée. Donc ce n'est pas un lien direct, mais en tout cas, ça permet de mettre en évidence que cette personne était bien sur place. On est bloqué, mais à ce moment-là, on a identifié la victime de la Berthier, une gravier. On a toujours une arme dans la nature, on a toujours des traces et un profil génétique inconnu. On ne sait pas, on cherche. C'est pas un moment que les enquêteurs font des enquêtes de voisinage, qu'ils étudient, qu'ils écrivent. Rien. Et quelques semaines plus tard, contrôle routier. Avenue du Général Leclerc. Le conducteur, il est super agressif. Il n'a pas l'air dans un état tout à fait normal, il sent l'alcool, il a les yeux rouges. Bon, là, les collègues disent on va lui faire un prélèvement sanguin, un prélèvement salivaire. En plus, le test de dépistage au stup tourne, il est positif. Et puis, il est quand même revêche, donc les collègues regardent un petit peu ce qu'il y a dans la voiture, et là, ils aperçoivent un sac. Ils demandent au conducteur de dire ce qu'il y a dans le sac, de montrer ce qu'il y a dans le sac, et bingo, il découvre 10 kg de résine de cannabis. Donc là, il est conduit directement au commissariat, en garde à vue, et il va être donc signalisé. Alors, dans les résultats, ça c'est pour vous montrer que l'autre section, une autre discipline de la police scientifique, c'est de doser l'alcoolémie, doser les stupéfiants dans le sang, c'est la toxicologie sécurité routière. Donc, sans surprise, ils découvrent qu'il est alcoolisé, l'individu. Alors là, je ne sais pas pourquoi mon diagramme est déformé, mais peu importe, ils se rendent compte qu'il a aussi consommé du cannabis. Et donc, il passe à la signalisation. Et là, c'est M. Serge Karamazov, on lui prend les 10 doigts, les 2 paumes, on lui fait son ADN, et ben voilà, les empreintes de Serge Karamazov, hit avec les traces T3, T4 qu'on avait trouvées sur la scène de crime à Garibaldi, et avec l'ADN P2 du mégot et du père. Donc là, ça chauffe un petit peu pour Serge Karamazov, hein, puisqu'il est quand même soupçonné ou suspecté de 2 faits. Et bien, qu'est-ce qui se passe pour lui? Perquisition. Il est suspect. On va voir chez lui si on trouve des éléments qui vont intéresser, qui pourraient alimenter les scénarios émis par les enquêteurs ou donner des preuves matérielles à l'enquête. On découvre à son domicile 8 000 € de petites coupures, de la drogue, un téléphone et une arme de poing. Les enquêteurs vont s'empresser d'analyser l'arme de poing pour essayer de montrer quoi. C'est la même de Garibaldi. Voilà. Donc, comme pour le premier cas, ils vont faire des tirs d'essai avec cette arme saisie. Et à partir des tirs de récupération, ils vont comparer directement avec ce qu'on a trouvé sur la scène de crime. Eh bien, c'était son arme qui a été utilisée avec Garibaldi. Ils interrogent le fichier FNIB et ils
soumettre les éléments balistiques au fichier SNIL, ça confirme que c'est en lien avec l'homicide volontaire à Limoges et la tentative d'homicide volontaire à Lyon. Ils analysent le téléphone, et là ils se rendent compte, bon, alors il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en criminalistique numérique, mais dont je ne parlerai pas trop, parce que c'est justement les défis d'aujourd'hui, et on aime bien garder nos petits trucs, et en tout cas là ils montrent, déjà le Serge Karamazov ne voulait pas donner son code pour qu'on accède à son téléphone. Alors, on a des experts qui sont capables de craquer les codes. Donc, hop, on accède à l'intérieur de son téléphone, on utilise les données, enfin, on analyse les données numériques, audio, vidéo, et là on se rend compte qu'il y a beaucoup d'échanges avec Émile Gravier et qui sont un conflit sérieux sur le fond de stupéfiants. Et en plus, par rapport au bornage du téléphone, on se rend compte que le téléphone de Serge Karamazov avait borné la nuit des faits dans le... Ça, c'est aussi accablant. Au niveau de la drogue, parce que bon, pourquoi pas, on s'intéresse aussi à la drogue. Là, c'était pas le plus important dans notre affaire, mais c'est pour vous illustrer le type d'analyse. Et bien, donc, c'est de la cocaïne qu'on trouve chez Serge Karamazov. On peut déterminer sa composition. Donc, c'est de la cocaïne pure, et paracétamol. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, donc, par rapport aux analyses qu'on a fait, l'observation, les estampilles, les logos, les marquages particuliers que peut avoir la drogue, interroger le fichier STUS, ce qui nous permet de faire des profilages en lien avec des affaires sur le territoire national. Et là, on s'aperçoit que Serge Karamazov, il s'attelle bien à rapprocher d'un trafic marseillais. Et donc, en résumé, pour l'affaire qui nous a occupé pendant 1 heure aujourd'hui, vous avez pu voir 12 domaines de la criminalistique différents, 12 techniques scientifiques différentes pour résoudre et pour enquêter sur ces affaires. Et donc, comme je vous disais, au final, le bilan des comptes, c'est que c'est un règlement de compte entre Émile Gravier et Serge Karamazov. Donc, Émile Gravier avec la famille Berthier, les pauvres, qui étaient là en victime collatérale. Mais c'est que Émile Gravier avait boucave Serge Karamazov qui voulait se venger. Et sa vengeance s'est faite en la présence de la fille de Mme Berthier, qui a été zigouillée elle aussi, pas laissée de trace. Et donc, au double homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire à Niort, 3 faits hyper graves, je pense que Serge va rester à Londres un bon moment. Voilà, pour la petite histoire. Si vous avez des questions sur les techniques en particulier. En fait, là, ce que vous nous dites, ça a duré. Quel est le temps Alors, là, c'est un petit scénario pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Ça, c'est comme c'est digne des experts. Là, ça, et moi, ne serait-ce que déjà les temps incompressibles de manip. Pour la biologie, par exemple, établir un profil génétique, quand c'est dans une urgence absolue, c'est 24 à 48 heures. Mais vu la masse d'analyses qu'ils ont à faire, les laboratoires, ça peut prendre 15 jours, comme ça peut prendre 6 mois. Et oui, il faut savoir que pour Toulouse, je n'ai pas les chiffres exacts, mais pour Marseille, c'était 30 000 missions par an, 60 000 CD. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas tout traiter en même temps, donc ça prend du temps. Il y a des affaires qui attendaient, ça faisait plus d'1 an qu'ils attendaient le résultat. Est-ce que les squelettes qui sont partis de Limoges, qui ont été analysés à Toulouse, sont rapatriés et archivés sur Limoges, ou est-ce que ça reste dans les banques de données là-bas? Alors ça dépend. Les scellés qui ont donné lieu à l'établissement d'un profil génétique sont renvoyés au service central de la preuve biologique. Donc c'est la gendarmerie qui gère ça, c'est l'IRCGN. Ils ont des grands hangars super sécurisés dont les conditions de conservation sont optimisées pour conserver les objets le temps de l'enquête. Le jour où les individus ou les traces sont résolues, on peut demander l'évacuation
enquêteurs. Stockage dans des conditions optimisées à part. Une fois que l'affaire est classée, est-ce que les scellés sont conservés ou pas? Parce qu'on voit par exemple dans l'affaire du petit Grégoris, on a certainement un petit peu sur le tapis aujourd'hui parce qu'il y a eu des évolutions au niveau de scientifique. Oui, vous parlez des cold cases. Oui. Effectivement, il y a un bol inventaire qui s'est monté, mais ça c'est un peu la complexité. Normalement, quand l'affaire est jugée close de tout code recours, on peut procéder à des instructions des pièces. Par contre, quand c'est toujours un mystère, normalement les pièces doivent être conservées. 40 ans. Les données biométriques qui sont recueillies quand on fait une phase score, elles ne peuvent jamais être utilisées en scan. Alors jamais, il faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, ce n'est pas le même fichier que le file. C'est des données tout autres. En plus, là, c'est tous les citoyens. Donc, on n'a pas le droit. Il y a quand même la protection de technique, tout ça. Donc, non, on n'a pas le droit d'aller fouiller dans ces fichiers biométriques passeport, sauf cas particulier. Il est évident que pour des grosses affaires, si c'était du terrorisme, des choses comme ça, moyennant des demandes et des autorisations spéciales, mais là il faut être autorisé à le faire, on n'a pas le droit d'interroger ces fichiers-là. On a le droit qu'à notre file. Mais c'est sûr que si on cherchait quelqu'un qui avait gagné un attentat, avec des autorisations de très haut niveau, on pourrait peut-être regarder le temps. En tout cas, on ne fait pas en outil. Mais ça serait quand même une atteinte à la liberté individuelle. Après, on n'est pas censé avoir grand-chose à se reprocher. Et puis, vu d'un autre point, ça pourrait être aussi compliqué. Ça pourrait complexifier les affaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que y a des gens qui passent, qui disent, par exemple, quand vous ramassez des mégots, ou quand vous faites des traces, ça peut être un individu qui n'a rien à voir avec l'affaire. Donc après, ça peut vraiment rendre la chose, l'enquête tentaculaire. D'ailleurs, il y a certains auteurs qui ne s'y rendent pas quand ils font des méfaits, qui récupèrent des mégots qu'ils ont récupérés dans les cendriers ou partout dans les coins, ils jettent ça partout. Du coup, on est sur 20 profils à chercher. Par rapport au cambriolage qui a eu lieu au musée Adrien Boucher, est-ce que vous êtes un graffin? Et du coup, nous avons procédé aux consultations. Mais j'en parlerai pas. non, non. Ça n'est plus le domaine national, hein, c'est plus qu'international, ce genre d'affaires. J'en parlerai pas. Seul le procureur de la République est habilité sur les affaires. Je peux vous donner des anecdotes sur les coups de fil. On n'a pas sur les affaires, surtout des affaires sensibles. Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler avec les laboratoires universitaires, par exemple à Limoges ou à Marseille, qui avaient des technologies un petit peu émergentes qui pourraient vous intéresser? Ça nous est arrivé. Notamment la Bonne Marseille, ils travaillaient parce qu'on avait, ils avaient tout ce qui était microscopie électronique à balayage pour les résidus de tir, justement, les diatomées. Ça s'est fait en partenariat au départ avec l'université. Maintenant, on a notre propre microscope électronique à balayage, mais souvent ça part avec des ententes et des associations avec les universités. Mais vous avez du matériel à Limoges, ou alors ça part toujours à Toulouse? Ah non, à Limoges, on ne peut pas avoir un microscope électronique à balayage. C'est 500 ou 600 000 francs. Il y en a à l'université. Oui, mais non, dans ces cas-là, après, il faut en plus que les universités, si c'est comme ça, ils travaillent sur du judiciaire, il faut les assermenter. Alors que les labos de police, c'est des policiers. On travaille beaucoup avec des privés aussi. Des laboratoires privés ou près de ça. Parce qu'on est obligé de quand même maîtriser les secrets. Les gens doivent s'engager. Donc on travaille plutôt sur des développements techniques, des choses et d'autres, mais pas sur de l'analyse de
judiciaire avec les films. Ouais. Par rapport aux médecins légistes, c'est un par région, un par département, c'est des gens qui se déplacent, c'est comment? Alors, effectivement, quand on a un corps, nous, on n'a pas le droit de le toucher en preuve. C'est-à-dire que là, j'en ai pas parlé parce que ce n'est pas le but, mais effectivement, un médecin légiste doit nous accompagner pour les constatations sur le corps. Ils ne sont pas toujours disponibles, donc dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on protège les mains, le visage, la hausse mortuaire jusqu'à l'autopsie, et c'est à ce moment-là que nous, on revient et on va procéder au prélèvement. Les légistes, et des fois, ils ne se déplacent pas. C'est des médecins du SAMU ou d'autres médecins qui vont venir faire le certificat de décès. Et par contre, l'individu est mis en housse mortuaire, on scelle. Donc la housse mortuaire est scellée et elle n'est pas réouverte jusqu'au moment de l'autopsie. C'est garant que personne ne va toucher ou modifier le corps. Mais des légistes à Limoges, il y en a pas tant que ça, surtout en anthropologie, je crois qu'ils sont deux. Et quand vous dites qu'ils ne se déplacent pas, c'est selon leur bon vouloir? Il n'y a pas d'obligation? C'est selon leur possibilité. Ah oui, c'est ça. Parce que s'ils sont en pleine autopsie ou autre chose, sinon, après, sur les grosses affaires comme on a eu Vérac, l'affaire du cadavre découpé, bien évidemment, qui sont déplacés. Mais des fois, si c'est une victime, des fois, les victimes, c'est juste des découvertes de cadavres, il n'y a pas de crime. Si la personne est morte toute seule, donc là, ils font plus appel au SAMU, ou aux pompiers, ou à d'autres. Et après, on préserve le corps, on met sous le sanctuaire, on cède, et c'est après. Pas sur le moment, c'est 2 jours après, ou un ou 2 jours après, qu'on fait l'examen de corps et qu'on termine les ongles, tout ce qu'on a à faire sur le corps. Ils sont rattachés à l'Institut médico-légal, qui est rattaché au CHU. C'est ça, hein? Oui, c'est deux métiers différents. Hein. On travaille avec eux, mais c'est un partenariat. Le légiste, tout ce qui est médico-légal, c'est un autre aspect, et nous, c'est scientifique. On travaille de concert, en partenariat, mais on ne fait pas partie. Vous évoquiez le cas d'un auteur de crime qui avait saboté la scène avec plusieurs mégots qu'il avait ramassés. Est-ce que, avec toutes les séries qu'on peut voir, etc. C'est une autre anecdote que je vous ai tirée, j'étais impliquée. D'accord. Justement, c'est un peu ma question, est-ce qu'il y a de plus en plus de sabotage, ou du moins est-ce qu'il y a un impact du fait que, oui, à la télévision, enfin, le jour, on a de plus en plus de techniques. Ça c'est clair, c'est pour ça que je ne donne pas tout un tas de petites choses, parce qu'il faut qu'on garde nos secrets, évidemment. Mais il est évident que la littérature, les films et tout ça nous ont fait beaucoup ont rendu notre métier difficile, hein, parce que même si on trouve des traces, ils font pour ça tout maintenant. Donc il faut vraiment. Moi par exemple, sur un cambriolage à Marseille, mon profil ressort sur Orca, cette fameuse Orca. Croyez-moi que les collègues m'ont dit ça n'est pas assez un ingénieur que ça fait des cambriolages pour apprendre. Moi j'en ai entendu. Mais l'histoire c'est que le cambriolage avait eu lieu à proximité d'un endroit où je mangeais tous les midis. Je suis fumeuse. La personne avait utilisé mon mégot pour faire mouiller et faire cacher l'œilleton de la porte de l'endroit où il avait cambriolé. Donc l'œilleton, on avait un profil génétique masculin. Le mégot qui était au sol, un profil génétique féminin. Heureusement que j'étais dans cette fameuse base Orca, parce que j'ai pu expliquer, j'ai mis ce mégot, c'est quoi? C'est quelle est la marque de la cigarette? C'est quel quartier? J'y mange tous les jours. Et c'est ma marque de cigarette, c'est quelqu'un qui a détourné mon mégot. Donc j'ai été extraite de l'affaire où j'aurais pu me retrouver au fichier national des enfants. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que la preuve scientifique. Tout le travail d'enquête pour remettre en lien les preuves avec les documents.
mon appel le deuxième et ça allait jusqu'à 3 rangées d'assistance. Ça doit être épuisant psychologiquement. Effectivement, je pense que. Alors, je ne sais pas comment vous dire, mais je ne suis pas la même sur une scène et dans la vraie vie. On va dire que je suis schizophrène, mais en fait, quand vous avez l'appareil photo, vous êtes en mode technique, vous êtes dans le travail, je ne suis plus humaine. Je suis vraiment concentrée. C'est après, des fois, la nuit, on a une cellule de soutien psychologique. Mais quand on est dans le truc, on ne se pose même pas la question. Et ceux qui n'arrivent pas à faire cette distinction restent pas. On a vu des gens qui sont rentrés, qui sont partis parce qu'ils ne supportaient pas. Il faut être capable de se dissocier le temps des faits. Et puis c'est pas tellement les victimes le plus dur, les morts, c'est les familles. Le mort est mort, on s'applique pour essayer. Mais la famille qui est là, qui pose des questions, qui pleure, ça c'est très dur. C'était un peu plus drôle, mais quand une affaire est résolue, est-ce que comme à la télé, vous réunissez tous? Alors quand une affaire est résolue, ouais. Mais c'est un petit peu. Oui, c'est festif. Mais même des fois, quand on est content de ce qu'on a fait sur la scène et qu'on a fait plein de trucs, même si c'est pas encore résolu. Oui, on se fait du bien, et que ce soit les OPJ, les scientifiques, ça nous arrive de faire des moments de convivialité pour la cohésion. Pour effectivement se détendre, soit de ces affaires. Comme dans le monde médical, hein, c'est pareil, hein, les infirmiers, toujours. Je crois que, mais moi, c'est parce qu'il y a des visites de la salle.